J'ai le plaisir de partager avec vous quelques regards sur la question de la vie affective et sexuelle en lien avec les handicaps, sachant que probablement nous sommes dans quelque chose de relativement restreint sur un temps enregistré plutôt court, mais ça vaut la peine probablement qu'on consacre un peu de temps à cette question délicate. Il faut savoir qu'il y a une telle diversité des handicaps qu'il ne faut pas faire d'amalgame de tous les handicaps parce qu'il est très très peu aisé de globaliser ici les différentes réalités qui correspondent au terme de handicap. Au fond, à chaque handicap, les différences sont tellement grandes, il y a tellement de paramètres et de degrés qui interviennent qu'on peut tout au plus, avec beaucoup de prudence et de modestie intellectuelle, essayer de cerner quelques constantes. Et puis, le droit à la sexualité, au fond, il est le même pour toutes et tous, que nous vivions d'ailleurs ou non avec un handicap. Il faut se souvenir que les droits sexuels, qui sont d'ailleurs nommés par l'IPPF, qui est un prestataire mondial de services de santé sexuelle et défenseur des droits de la santé sexuelle, eux, ces droits sexuels ne comprennent aucune restriction pour les situations de handicap. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de discrimination à vouloir toujours énoncer de manière spécifique dans nos discours, dans des chartes institutionnelles, dans les textes, etc., le droit à la sexualité pour les personnes en situation de handicap. Il a fallu passablement d'années, bien sûr, pour énoncer ce droit à la sexualité pour les personnes concernées. Aujourd'hui, je précise, et Insieme collabore activement à cet égard, que nous sommes dans le temps du droit à des réponses concrètes, afin d'accéder aux droits sexuels de tout le monde. Or, lorsqu'il y a présence de handicap, diverses adaptations sont le plus souvent nécessaires, et c'est pour ça qu'on en parle. Je pense qu'une part certaine de créativité est attendue de la part des accompagnants, également, lorsque c'est possible, de la part de la personne handicapée, et c'est ce que nous allons voir. Les grandes questions, c'est est-ce que les désirs manifestés par les personnes concernées, est-ce qu'ils seraient plaqués sur les conventions sociales ordinaires ou est-ce que ces désirs témoignent d'une source authentique? Deuxièmement, quelles en sont la qualité, la force, l'autonomie réelle? C'est un distinguo déjà difficile pour tout autre citoyen, pour toute autre citoyenne. Enfin, de quels moyens disposent les personnes concernées pour gérer leur vie affective et sexuelle? Je vais vous donner quelques exemples pour aller dans des choses plus concrètes, quelques exemples tirés de ma pratique. Pour rester fidèle aux paroles des personnes concernées, je vais vous les lire. Je veux me marier comme ma sœur, acheter une voiture, faire 3 bébés, 3 garçons. Je veux faire l'amour avec des femmes nues, comme celles qu'on voit à la télé, parce que je suis grand. Mon copain et moi, on aimerait bien fermer la chambre à clé, mais les éducateurs, ils sont pas d'accord. Si on a une trisomie 21 comme moi, on peut avoir un tatouage. Ça existe des tatouages pour les filles handicapées? Je suis toujours tout seul. J'aimerais trouver un homme pour ma vie, mais je crois que je dois choisir une femme, parce que c'est comme ça. Ça, c'était des paroles de personnes en situation de handicap. Pour vous, les parents, quelques phrases aussi. Avec son autisme, je me rends compte qu'il ne sait même pas se masturber. Il frotte comme un fou et se blesse par moments. À titre d'être son père, devrais-je lui apprendre le bon geste? Et au fond, quel serait le geste adéquat pour lui, car sa sensorialité est si différente de la mienne? Ouais, question très pertinente. Autre question, comment lui expliquer que je n'aimerais pas qu'elle devienne maman? C'est très dur pour moi de la confronter à son handicap, parce qu'elle le nie. Exemple tiré de ma pratique qui concerne les professionnels.
Il projette tellement ses désirs amoureux à mon égard qu'il m'est difficile de continuer de travailler dans cette unité. Autre exemple, quelle est ma responsabilité si cette femme est enceinte au foyer alors que ses parents ont refusé la contraception que nous avions préconisée? Je suis très mal à l'aise lorsque son sexe est en érection pendant que je lui donne les soins de l'hygiène intime. Son polyhandicap empêche qu'il se lave lui-même. Il a 21 ans et je me demande si ma présence, féminine, provoque cette manifestation. Est-ce qu'il me désire? Et si oui, que dois-je faire? Il ne peut pas comprendre mes explications, car il est sourd. Quelques exemples tirés ici ou là dans ma pratique sur la Suisse francophone, en France, en Belgique, au-delà aussi, dans d'autres pays. Il y en a beaucoup, beaucoup plus, bien sûr, beaucoup, beaucoup plus. Qui prend le risque de concrétiser ces réponses? Qui se mêle de quoi, au fond, et jusqu'où? Dans quelle mesure les réponses à ces manifestations, à ces questionnements, dépendent-elles de nous? Quelle lecture ouverte, entre guillemets, faisons-nous de leurs demandes, de leurs expressions, de leurs ambivalences, voire de leurs comportements qui peuvent être tout à fait atypiques? Et puis de quels moyens la femme, l'homme, en situation de handicap, dispose-t-il ou dispose-t-elle pour nous faire part de son désir, pour habiter son corps et son cœur par ou pour elle-même? Nous allons aller un peu plus loin dans les explications. Au fond, et cela commence très jeune, le handicap ne devrait pas être l'identité. Le handicap se greffe sur l'identité sexuée. Parce que chacun est un sujet sexué, un être humain en relation. L'identité sexuée est une construction et non un donné, et nous devons bien sûr y contribuer. Je vous donne un petit exemple. C'est un exemple que j'ai tiré d'une lecture d'une psychanalyste française qui est Mireille Corsos, qui, dans sa pratique, et je l'ai vérifié moi-même, avait une fille, Mireille, âgée de 8 ans, avec une trisomie 21, qui a dit de son petit frère Antoine, il a un zizi, et moi, je suis trisomique. Au fond, Mireille exprime à ce moment-là de sa maturation sa trisomie qui est vécue comme l'équivalent de sa différence sexuelle. C'est vraiment intéressant que nous essayons, vous les parents, vous les professionnels, nous essayons dès le plus jeune âge de renforcer l'identité garçon-fille en dépit du handicap. Évidemment, c'est plus difficile, par exemple, dans le champ des polyhandicaps, parce que la symbolisation du masculin et du féminin y est souvent plus affectée. Néanmoins, la vie affective, intime et sexuelle n'implique pas que l'enfant, l'adolescent, l'adulte concerné ne se présenterait au seul nom du polyhandicap. D'ailleurs, l'accompagnement de la sexualité se décline dans ce domaine aujourd'hui grâce à des approches tout à fait singulières. Elles sont à ce propos décrites dans un chapitre publié dans un livre qui est consacré uniquement au polyhandicap, référencé sur le site d'Insieme. Donc dans l'enfance, dans la puberté également, la valorisation des attributs liés au féminin et au masculin sont importants, alors que peut-être on pourrait parfois se demander, mais à quoi cela sert-il de nommer avec lui ou avec elle ce qui est du domaine privé et du domaine public? Et pourtant, je peux vous assurer que d'une certaine manière, on fait presque de la prévention des abus sexuels en nommant ce qui relève du privé et du public,
avec cette image qu'on n'est pas qu'une personne handicapée, mais qu'on est aussi garçon-fille ou homme-femme, eh bien, on collabore à montrer qu'en dépit de la force peut-être du handicap qui est là, eh bien, on passe d'un statut d'enfant à un statut d'adolescent, à un statut adulte. C'est une lutte contre l'image inconsciente de l'enfant sur le long terme. Et ceci est vraiment très très important. Je pense notamment à cet exemple qui revient souvent de parents qui disent « Mais écoutez, c'est normal que cette image d'enfant reste en nous, puisque notre fille, quand elle a commencé à avoir ses règles, ses premières règles, eh bien, elle jouait par terre comme une petite fille de 3 ans et elle parlait même à peine comme une petite fille de 3 ans. Comment voulez-vous que nous ayons une image de jeune fille dans la tête et dans le cœur? Je reconnais que c'est difficile. Et puis, avec le temps aussi, la difficulté pour les professionnels, pour les parents, pour tout le monde, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre les codes d'expression des jeunes, des moins jeunes, parce que leurs désirs sont exprimés de manière souvent très différente de nos désirs. Et lorsque le décryptage de leurs besoins devient périlleux, devient fluctuant, confus, que nous comprenons mal ce qu'ils expriment, très souvent il est un peu plus aisé de banaliser, voire de nier, et avec la pieuse pensée, en tout cas qui peut nous traverser, et on se dit, bien, on verra plus tard. Et alors on remet à plus tard. Et un jour, c'est presque trop tard, c'est-à-dire qu'ils sont adultes avec un corps sexué qui est là, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Le ça, c'est la sexualité, la vie affective et sexuelle. Et précisément, les manifestations affectives, intimes et sexuelles de ces jeunes, puis de ces moins jeunes, ont peu eu l'occasion, ou n'ont parfois pas eu l'occasion d'être socialisés. C'est-à-dire qu'ils ou elles n'ont pas eu d'opportunité d'expérimenter, d'exercer au fond leurs élans affectifs et sexuels. Ils n'ont pas non plus pu intégrer forcément les codes sociaux et les subtilités surtout, et c'est ça qui est le plus compliqué, les subtilités des sensibilités individuelles de leur père. Comment imaginer donc que ces jeunes, ou ces moins jeunes, dont le mode d'emploi nécessaire dans la vie affective et sexuelle n'a pas encore pu être transmis, n'a pas encore pu être enseigné assez longuement et assez subtilement, expriment leur sexualité tout d'un coup, du jour au lendemain, sans égarement, sans trébuchement ou sans erreur. Ce n'est simplement pas possible. Or, la société, aujourd'hui, est très sévère par rapport aux actes qu'ils posent. Quant aux adultes, effectivement, il y va de ce complexe décryptage devenu de plus en plus complexe de leurs demandes et de se poser la question, au fond, quelle est la nature profonde de la demande de la personne concernée elle-même, quelles sont les lectures que nous faisons de sa demande et quel est aussi le besoin profond, même s'il est atypique, c'est-à-dire s'il diffère grandement de besoins qui seraient des besoins considérés comme plus ordinaires. Ceci signifie, pour nous tous, un questionnement profond de nos valeurs et de nos représentations mentales, de la vision que nous pouvons avoir d'une sexualité qui vire facilement vers une sexualité pathologie. On est plus facilement interpellé en se disant « ça doit être bizarre, ça doit être pas normal ». Et puis surtout de cette volonté dans notre société d'une sexualité ou d'une vie
au risque zéro. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, les exigences sont extrêmement sévères. Et quelle est la marge de manœuvre que les personnes concernées, les personnes en situation de handicap, de quelle marge de manœuvre bénéficient-elles dans leur vie affective et sexuelle aux égarements, aux trébuchements et aux comportements atypiques? Évidemment, j'exclus là-dedans l'usage de la violence. Dans le vent de l'intégration, dans le vent de l'inclusion, bon nombre d'éducateurs, de soignants, de responsables d'ateliers, de thérapeutes, dans le vent de l'inclusion également pour les parents, les curateurs, nous restons donc crispés, fréquemment, c'est normal, sur les attitudes à adopter et nous tentons presque toujours de guider la personne handicapée vers un projet de normalisation à travers la sexualité plutôt que vers un projet d'épanouissement personnel et différent pour chacun, chacune. C'est un enjeu important. Les questions qu'il y a derrière, c'est où est la norme? Qu'est-ce que c'est la norme? Quelle norme? Et devrait-il, il, elle, agir mieux que nous en termes de goût, par exemple? Les écarts d'âge. Très souvent, on me dit, oui, mais il a ou elle a un compagnon, une compagne qui est tellement plus âgée qu'elle ou que lui. Ah oui, les écarts d'âge. En termes de fidélité. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils changent souvent de partenaire? Qu'est-ce que ça signifie, la fidélité, lorsque l'on vit avec le handicap? En termes de durabilité. Oh, mais ils pourraient quand même peut-être rester ensemble un peu plus que 3 mois, non? Qu'est-ce que ça signifie, la durabilité? En termes d'exclusivité. Oui, ils peuvent, oui, c'est une bonne idée qu'il ait un copain ou une copine, un amoureux, une amoureuse, mais alors, ce serait bien qu'il reste dans l'hétérosexualité, etc., etc. Qui juge d'une norme? De quelle norme? Et puis, il y a des choses beaucoup plus simples. Je pense à ce couple hétérosexuel. Mon Dieu, si Dieu sait si on est dans une certaine norme là, habituelle, qui viennent me voir certains samedis pour travailler ensemble. Ils sont dans le train de Genève à Nyon. Ils s'aiment. Et puis ils s'embrassent dans le train. Je peux vous dire qu'ils s'embrassent, oui, c'est un petit peu démonstratif, mais ils ne se déshabillent pas, ils ne se couchent pas l'un sur l'autre, mais ils s'embrassent. Eh bien, quand ils sortent du train, ils sont généralement assez fâchés, parce qu'ils disent que dans le compartiment où ils sont assis, les gens se déplacent. Ils sont gênés par leur embrassade. Et ils disent, mais nous, on n'a pas le droit de s'embrasser. Les autres personnes qui ne sont pas handicapées, les amoureux, quand ils s'embrassent, il n'y a personne qui se déplace dans le train. Oui, quand des personnes handicapées et dont le handicap se voit s'embrassent, est-ce que donc il y a plus de gêne que lorsque ce sont des personnes qui ne vivent pas avec le handicap? De nouveau, quels sont les regards de la société sur ces personnes? La démarche éthique suppose donc de nous assurer, malgré des difficultés d'expression et de compréhension, que la demande des personnes concernées corresponde à ce qu'elle a pu exprimer. Et ça, c'est très, très, très difficile de pouvoir le vérifier et de l'ajuster. Parce que cette idée peut parfois largement s'éloigner de ce que nous avons compris ou de ce que nous avons envie de comprendre. Alors, quelle est la part de nous-mêmes que nous pourrions mettre de côté ou peut-être atténuer pour donner place et accompagner un projet intime qui serait vraiment le leur, même s'il était fort différent du nôtre, et je répète, sauf un projet violence, bien sûr. Soyons donc prudents dans nos projections et travaillons à une concertation ouverte et bienveillante entre toutes les personnes impliquées, parce que je me rends compte que chacun d'entre nous peut être habité plus ou moins de peur, et c'est normal dans la question de la sexualité, ou à l'opposé, on peut être habité de fascination aussi. On devrait donc veiller les uns et les autres, lorsqu'on travaille à un projet autour de la vie affective et sexuelle, de ne pas tomber dans les extrêmes entre
à la fois le déni du corps sexué et le risque d'hypersexualisation qui peut aussi nous guetter. Si l'expertise entre nous tous est indispensable, n'oublions pas que la pluralité des regards, qui n'est pas forcément une pluralité d'experts, la pluralité des regards l'est tout autant. Je pense que ce que l'on pourrait peut-être retenir, qui en tout cas me tient à cœur, c'est que se situer systématiquement à distance, en se disant je ne m'en mêle pas, distance, distance, au nom des droits je ne m'en mêle pas, ou à l'opposé s'impliquer jusque dans une relation fusionnelle, c'est-à-dire il faut tout que je sache, il faut tout que je vois, il faut que je m'en mêle en permanence. Ce sont deux extrêmes à surveiller, c'est-à-dire que ce sont deux ornières qui pourraient au fond nous guetter, professionnels, parents, et qu'entre deux, il y a un large chemin que nous pouvons parcourir. Peut-être que l'attitude éthique dans l'accompagnement dans ces domaines intimes, ce serait de pouvoir avant tout reconnaître les élans affectifs, amoureux, les manifestations plus corporelles aussi, sans les minimiser. Je pense que tout minimiser, ce ne serait pas juste, mais pas non plus de tout dramatiser. Alors, voyons quelques ébauches de réponses, quelques possibilités concrètes de ce qui pourrait illustrer ce qui vient d'être dit. Par exemple, comment les laisser expérimenter? Plus jeunes, par exemple, n'ayons pas de crainte de laisser les enfants découvrir, bien sûr, tout leur corps, ça tout le monde leur autorise, mais aussi laisser découvrir leur corps intime, se regarder, nommer les organes génitaux avec des petits mots, bien sûr, même des mots plus savants, peu importe, mais en tout cas, se laisser regarder, laisser eux-mêmes toucher leurs organes génitaux. Il n'y a pas de mal à ça. Et d'une certaine manière, ça construit leur identité sexuée. Lors des soins, en grandissant, serait-il possible de leur donner parfois un peu plus de temps que celui du seul lavage, afin de leur permettre un contact un peu plus sensoriel? C'est pas sexuel, c'est sensoriel. Et plus tard encore, avec l'âge de la puberté, l'âge adulte, et puis selon le besoin exprimé toujours, hein, on ne va pas dire que c'est une nécessité absolue, mais selon les besoins exprimés, cette fois-ci, pourquoi pas, ici ou là, leur donner un temps pour une possible masturbation. Tout cela afin que leur corps ne se résume pas seulement à un corps à soigner et un corps à assister. D'une autre manière, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner une place dans leur vie à certains plaisirs, de sensations agréables, dans par exemple de la détente, dans de l'eau chaude, dans des stimulations sensorielles qui sont codées, dosées, dans des massages en général, donc des massages, je dis bien des massages de bien-être. C'est une réponse qui est superbe et nous les prodiguons beaucoup dans les conseils, dans les institutions. Le massage est une très très belle réponse à des vies affectives et sexuelles sans réponse avec des partenaires, dans une ambiance de bien-être. Massage, c'est quelque chose de très 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 nourrissant pour tout être humain, du moins en tout cas pour tous ceux qui les aiment et qui les supportent. Pourquoi pas des ambiances de soins qui sont données, prodiguées dans des ambiances de musique, des ambiances de senteurs, de lumière peut-être, pensées aussi. Au fond, toutes ces ambiances sensorielles qui augmentent le bien-être général et qui n'a
pas de lien direct, bien sûr, avec la sexualité, mais qui en font néanmoins partie. Par ailleurs, quelle est la place, et là on s'éloigne, mais qui est très très importante, quelle est la place qui est faite dans les structures d'accueil à une forme de sublimation, alors attention, très entre guillemets, par l'expression corporelle, l'expression théâtrale, l'expression artistique, peinture, terre, collage, photo, film, etc. Toute l'expression musicale aussi, qui permet au fond à la libido, c'est la pulsion de vie, de s'exprimer autrement que par forcément l'expression sexuelle. Réhabilitons l'idée d'un autre plaisir que l'exclusif plaisir sexuel. Et puis moi je trouve très important de développer ce que j'appelle la tendresse institutionnelle. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il ne faut pas négliger l'élan affectif, c'est aussi l'amour inconditionnel, qui vaut d'ailleurs pour nous toutes et pour nous tous. C'est ce que Lacan dit et que nous pouvons tous comprendre, c'est tout désir d'amour est aussi désir d'être aimé. Et ce n'est pas forcément l'amour amoureux. C'est ce qu'on appelle donc cet amour inconditionnel. C'est cette affection qui est exprimée, et cette fois-ci j'insiste, dans la juste proximité, pas toujours la question de la juste distance. Bien sûr qu'il faut aussi, ici ou là, de la juste distance, je ne l'exclus pas, mais nous sommes le plus souvent dans une juste proximité physique et psychique avec les personnes concernées, juste proximité qui rythme le quotidien, qui nourrit l'estime de soi et augmente, à mon avis, le sentiment d'être en vie. Professionnels, parents, au fond, le quotidien est rythmé par une proximité qui doit être juste, qui ne doit pas être fusionnelle, d'où le terme juste, mais qui doit forcément être proche. On ne peut pas être toujours à distance les uns des autres. C'est une manière d'être les uns avec les autres par le regard, par le sourire, par la voix, par une main dans la main, par des bras qui enlacent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les hugs, etc. Bien sûr, toujours en mesurant qui les apprécie et qui ne les apprécie pas, mais cette tendresse institutionnelle ne doit pas disparaître au nom de la technicité des accompagnements, au nom de tout ce que nous avons tous bien appris théoriquement dans nos études et qui se justifie la plupart du temps par la juste distance. Donc, ce que j'appelle personnellement cette tendresse institutionnelle qui fait aussi que la communication entre les professionnels circule entre eux, circule avec les personnes concernées, et tendresse institutionnelle qui ne s'impose pas, qui n'emprisonne pas, qui n'excite pas non plus. Ce n'est pas du tout une tendresse excitatoire, il n'y a pas du tout de tendresse érotisante, c'est vraiment de l'ordre de l'affectif. Et pour la plupart des personnes concernées, les personnes en situation de handicap, j'aimerais quand même vous rappeler que l'affection, c'est ce qui sera leur plus précieux ami sur le long cheminement de leur vie institutionnelle. Et j'aimerais vraiment qu'on garde cette idée qui me paraît tellement essentielle pour eux. Montrons-leur cette affection. Par ailleurs, évidemment, il faut favoriser l'éducation sexuelle adaptée, et je la souligne en 3 fois, et exerçons avec eux les habiletés sociales. Attention, prenons garde aux notions plaquées, les notions d'éducation sexuelle plaquées, à force de vouloir œuvrer dans la prévention. Restons vraiment au plus près des réalités vécues par les jeunes ou les moins jeunes, de leur réalité,
Le vocabulaire et le matériel utilisé doivent être vraiment adaptés à leur situation, à leur compréhension et devraient être vraiment pensés au vu de l'intégration possible, donc de ce qu'ils pourront en faire dans le quotidien. Ce n'est pas la peine de leur parler d'événements ou de situations potentielles qui pourraient leur arriver un jour, mais qui sont si éloignées de leur réalité que les notions enseignées sont là, plaquées, mais ils ne les comprennent pas, ils ne peuvent pas faire des liens de cause à effet. Ce qui fait qu'ils ont des notions dans la tête, ils ont des notions qui se plaquent comme ça à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qu'ils vont répéter comme des phrases vides de sens et qui au fond n'ont pas pour eux de profondeur. Offrons-leur également des espaces de parole où ils peuvent s'exprimer librement autour de ces sujets, même pêle-mêle, peu importe. C'est d'ailleurs très joyeux en général. Il y a également des possibilités de prise en charge individuelle ou des prises en charge de couple, lorsqu'il y a des couples ou des duos. J'aime beaucoup aussi l'idée de duo, qui est quelque chose de moins lourd que l'idée de couple. Et ceci est plutôt assuré alors par des intervenants extérieurs et bien sûr formés. Je pense là plus particulièrement au travail des sexopédagogues spécialisés. Enfin, pour les personnes les plus intégrées, indiquons-leur les lieux où ils peuvent bénéficier de consultations dans les centres de planning qui sont cantonaux, bien sûr, de consultations conjugales également, et n'hésitons pas de les accompagner dans ces lieux lorsque c'est nécessaire pour eux. Autre point qui me paraît vraiment urgentissime, parce que partout, c'est demander, c'est d'augmenter les possibilités de recherche d'amitié, voire plus si entente, alors ça c'est sûr, et évidemment, vraiment hors des sites de rencontres, parce que les sites de rencontres sur lesquels bon nombre d'entre eux se jettent offrent très peu de possibilités réelles de rencontres qui sont des rencontres qui sont des rencontres intéressantes. Ils ont besoin de vraies rencontres. Alors, il y a toutes sortes déjà d'offres, mais les offres pourraient encore s'élargir. Je vous les cite, les fameux cafés-rencontres interétablissements qui sont nommés les cafés du cœur. C'est le dimanche après-midi, c'est interinstitution, une fois par mois. Pour les plus jeunes, il y a aussi de temps en temps des rencontres en semaine et qui ont une autre valeur, puisqu'au fond, ce sont plutôt des soirées où les jeunes se rencontrent autour, toujours pour faire des rencontres bien sûr, mais autour de rencontres musique. De temps en temps, il y a des rencontres dites slow dating, parce que speed dating, c'est trop rapide. Ces rencontres-là sont accompagnées avec des professionnels afin d'acquérir des nouvelles habiletés relationnelles et communicationnelles, parce que la plupart des personnes qui viennent dans ces rencontres-là ne savent pas, n'ont pas le mode d'emploi nécessaire sur le comment je dois aborder l'autre, qu'est-ce que je dois lui dire pour faire une rencontre et pour apprendre à connaître l'autre. Il y a bien sûr les soirées danses, et là, moult soirées danses peuvent être organisées par les institutions, par des clubs de loisirs, par des associations de parents, par des associations de personnes handicapées. Et je pense que voilà, ces soirées-là peuvent être des occasions de rencontre, même si elles ne sont pas à but essentiel de faire des rencontres. C'est aussi pour s'amuser et simplement pour se détendre et avoir un moment de plaisir pour le plaisir. Il y a de temps en temps des samedis ateliers qui sont des ateliers alors où on développe des habiletés autour de la vie affective, intime et sexuelle avec des découvertes, films, des découvertes à partir de débats à thème comme par exemple la séduction, la parentalité, l'assistance sexuelle, voire parfois la démonstration de gadgets sexuels, donc des sextoys, des mises en contact. Ces ateliers-là
sont déjà des ateliers conçus alors pour des personnes dont les handicaps sont plus légers, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui ont des potentiels qui leur permettent de travailler des thématiques qui sont un peu plus complexes. Et il y a donc là on va dire, une possibilité d'avancer dans certains domaines. Je pense par exemple au domaine de la parentalité, qui est quand même un domaine compliqué et qui nécessite que dans ces ateliers, il y a des professionnels formés pour animer ces ateliers. Il y a les week-ends de couple, et là alors ce sont des couples constitués qui partent à quelques-uns en week-end. Et dans ces week-ends-là, on va soutenir ces couples pour augmenter les habiletés de couple. Je trouve ça magnifique. Ça nécessite un accompagnement avec, en général, 2 éducateurs ou éducatrices qui vont, sur le temps d'un week-end, passer du temps à regarder avec chaque couple qui est là, mais de quoi avez-vous besoin pour être un peu mieux ensemble? C'est peut-être quelque chose de l'ordre du dialogue entre eux, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de comment on peut se montrer un peu plus de tendresse. Bien sûr que dans ces week-ends-là, on ne va pas jusqu'à augmenter les habiletés sexuelles, parce que les professionnels qui les accompagnent ne sont pas des assistants sexuels, mais on peut en tout cas avec eux exercer aussi comment on peut parfois se donner quelques tendresses, comment on peut peut-être se prendre de temps en temps un peu plus dans les bras, parce qu'on se rend compte aussi que ici ou là, selon la nature du handicap, il leur manque les habiletés autour des gestes plus tendres, autour des gestes plus corporels. Ils se disent des mots tendres, mais ils ne les accompagnent pas forcément de gestes. Et ces week-ends de couple ont été initiés il y a déjà quelques années par des éducateurs et des éducatrices qui se sont rendus compte qu'en rentrant de ces week-ends de couple, les personnes concernées avaient changé quelque chose dans leur mode de communiquer entre eux et que c'était très bénéfique. Maintenant, il faut reconnaître que ces week-ends sont des week-ends qui ne peuvent pas se répéter très régulièrement parce que c'est quand même une prestation qui est relativement coûteuse en temps et financièrement aussi, il faut avoir les moyens. Généralement, bien sûr qu'on va s'installer dans un lieu où il faut pouvoir louer une maison ou peut-être même aller dans un petit hôtel. Il y a les fêtes de la Saint-Valentin, qui sont bien sûr des occasions, on les connaît, de faire des rencontres, même si c'est des rencontres passagères, ça vaut aussi la peine. Et puis, il y a tous les ateliers d'approche corporelle, où là, alors, on exerce avec 2 personnes, chaque fois 2, un duo de personnes en situation de handicap, comment on peut, tout à fait habillé, exercer des massages mutuels sur tout le corps, sauf sur les parties évidemment privées ou les parties intimes, mais comment on peut petit à petit exercer des habiletés corporelles, puisqu'au fond, tout l'enjeu, c'est aussi comment mieux mesurer les distances et les proximités entre personnes handicapées et pas seulement entre professionnels et personnes concernées. Et puis, de temps en temps, dans les réponses concrètes aussi, eh bien, osons penser l'impensable. C'est l'assistance sexuelle comme une suppléance à un désert de sensualité et de sexualité, impossible à partager avec un ou une partenaire de vie. Les assistants et les assistantes sexuelles ont été formés en Suisse. Ce n'est pas du tout une demande qui est si fréquente qu'on pourrait l'imaginer, mais elle existe et nous avons la chance en Suisse d'avoir la possibilité d'avoir recours aux assistants ou aux assistantes sexuelles en toute légalité. Mais dans le champ des handicaps mentaux, dans la déficience cognitive, je pense qu'il est extrêmement important d'avancer avec prudence, car il ne s'agit absolument pas de provoquer une nouvelle inégalité ou une frustration dans la vie de la personne handicapée. Il y a un grand enjeu dans l'assistance sexuelle, dans la dépendance éventuelle ou dans le risque de dépendance affective à l'assistant ou à l'assistante sexuelle. Donc,
pour moi, il s'agit, voilà, de bien décrypter la situation et de bien analyser le contexte global avant d'avoir recours à un ou une assistante sexuelle dans ces situations-là, mais ce n'est absolument pas impossible. Voilà, donc c'est un petit listing absolument pas du tout exhaustif, mais entre tout et rien, tout, probablement, c'est impossible. Rien, c'était autrefois. Je pense que nous pouvons décliner des possibles. Il y a une série de possibles, il y a toutes sortes de possibles. Mais nous devons aussi décliner les limites. Il y a des réelles limites aux réponses. Si nous pensons toutes ces questions avec humanité et réalisme, eh bien je pense que nous avons fait un grand chemin. Et c'est avec vous, les parents, c'est avec vous, les professionnels, que ce chemin se décline. Merci beaucoup d'y mettre votre cœur ou d'y avoir mis votre cœur. Si vous souhaitiez approfondir ce que j'ai expliqué, je peux vous proposer de lire l'ouvrage Sexualité et handicap entre tout et rien, justement, comme je l'ai nommé tout à l'heure, entre tout et rien, qui détaille bon nombre de situations et d'étapes que je n'ai pas pu vous transmettre sur le laps de temps que dure cette vidéo. Vous verrez, donc c'est une lecture plutôt aisée, c'est pas du tout une prise de tête. Et il y a un chapitre entier qui est consacré uniquement à la question des parents, c'est-à-dire, entre autres, les 5 étapes que les parents traversent à l'égard de la question de la vie affective et sexuelle de leur fils ou de leur fille, qui sont 5 étapes que les parents ne traversent pas lorsqu'ils ont un fils ou une fille qui ne vit pas avec le handicap. Tous les chapitres dans ce livre vont, d'une certaine manière, vous éclairer encore très différemment, bien sûr, de ce que j'ai pu vous relater jusque-là dans cette vidéo. L'autre ouvrage est évidemment un livre ciblé sur l'assistance sexuelle. C'est une rédaction partagée avec ma collègue Madame Françoise Vattré. Il relate, alors tout handicap confondu, comment l'assistance sexuelle se décline autour des demandes en assistance sexuelle, autour de la formation en assistance sexuelle, comment nous avons fait la sélection des personnes qui ont participé à la formation et sont devenues assistants sexuels, comment se déclinent également les aspects éthiques de l'assistance sexuelle, etc., etc. C'est un livre très complet et qui avait donc eu une première version et la deuxième version a été entièrement revisitée et enrichie. Je vous souhaite bonne lecture si vous souhaitez vous y lancer.